Bonjour, je suis Corentin Gombert, chercheur en sciences de gestion et coordinateur de l'Agora d'Odesse, dynamique et organisation de la démocratie économique et sociale. Nous sommes très heureux de nous associer à AD Conseil dans le cadre de cette semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Ces enjeux sont en effet au cœur des réflexions qui nous animent. L'Agora d'Odesse est une communauté sous la forme d'un think tank lié à la Fondation des Mines de Paris, réunissant des chercheurs et des praticiens travaillant sur la démocratisation des organisations et la citoyenneté économique des travailleurs. Nous nous sommes réunis le 16 janvier dernier à l'École des Mines de Paris pour une journée de lancement intitulée « Explorer la démocratie en entreprise ». La démocratie en entreprise se traduit comme une dynamique d'incarnation des principes démocratiques dans l'entreprise pouvant prendre de multiples formes et directions. Nous avons justement exploré le concept de long en large à travers les systèmes de gouvernance partagée, les pratiques de fonctionnement collectif, les organisations du travail alternatives et les outils de gestion soutenant ces enjeux politiques, sociaux et économiques. Au terme de cette riche journée, nous avons lancé un débat ouvert, une table ronde au sein de laquelle public et intervenants se confondent, sous la forme d'un fishbowl intitulé « Dynamique démocratique et bien-être au travail ». Et c'est ce débat que nous vous présentons maintenant. Très bonne écoute à vous. Qu'est-ce que je peux commencer par dire que j'en suis pas sûr que les dynamiques démocratiques soient vectrices de bien-être au travail. Je sais plus, je crois que quelqu'un ce matin a dit un truc du genre la démocratie c'est pas confortable. Et ouais, je suis d'accord avec ça. La démocratie n'est pas un canapé. Et voilà, de la même manière que la liberté c'est pas facile, que c'est pas un long fleuve tranquille, la démocratie n'est pas un canapé dans lequel on peut s'allonger. C'est peut-être plutôt un tapis de fakir qu'un canapé. Et donc oui, je ferai pas moi du tout de lien direct entre ça. Par contre, je pense que elle est vectrice de dignité, elle est vectrice d'émancipation, elle est vectrice de plein de choses positives, mais qui sont des choses fatigantes aussi. Et donc, le lien avec le bien-être n'est pas si évident. Et d'autre part, du coup, quand j'aurai vraiment fini mon article sur les trolls, un autre article que j'aimerais écrire, c'est sur un théorème de la charge mentale. J'aimerais bien écrire un article de macroéconomie avec des formules mathématiques et tout ça, qui démontrerait que du coup, quand on découpe la responsabilité et donc la charge mentale en plusieurs parties, en fait, chaque partie grossit. Parce que en gros, quand on partage la charge mentale avec son collègue, il en prend un bout, mais même s'il en prend 50%, il ne nous en reste pas 50%, mais plus que 50%. Bref, donc, je ne sais pas si vous suivez mon point, mais c'est la fin de la journée. Du coup, l'idée, en tout cas, c'est de dire qu'en fait, en se répartissant la charge mentale, on en a tous beaucoup à la fin. Et que donc, ça, c'est pas du tout un vecteur de bien-être au travail, et que l'injonction qu'on se met à nous-mêmes de participation et de démocratie, elle nous charge bien la barque aussi, et tous autant qu'on est, en termes de charge mentale, et que pour que les dynamiques démocratiques soient vectrices de bien-être au travail, il faut prendre soin de ne pas inutilement nous charger la barque en termes de charge mentale. Donc voilà l'exemple que je donne souvent quand je parle de ça, c'est de dire en fait quand on reçoit une mauvaise nouvelle pour notre entreprise à 17h50 le vendredi, il n'est peut-être pas très utile d'en parler tout de suite et d'envoyer tout de suite un mail à tous nos collègues qui sont concernés, et dont ce faisant on va bien pourrir le week-end. Le nôtre est déjà pourri puisqu'on l'a eu en premier, l'information, mais autant attendre lundi matin pour en parler à nos collègues. Voilà, je donne un petit exemple caricatural, mais qui dans le fond parle bien du sujet. Voilà. Enfin, j'espère. Je laisse la parole. Alors, pour aller un petit peu à l'encontre de ça, je dirais que mon ressenti en tant que sociétaire dans une scope et mandataire social, c'est... J'ai pas l'impression que cette charge mentale soit augmentée par le fait de la diviser. Et moi, j'ai l'impression que ça me soulage, que le collectif me soulage beaucoup sur la responsabilité. Et sur ton exemple, je suis d'accord, tu vas pas partager la mauvaise nouvelle le vendredi, mais tu sais que le lundi, tu pourras le faire. Et voilà, ce qu'apporte le collectif me soulage beaucoup, et je sais très bien que je ne serais pas une entrepreneuse si c'était pas dans ce modèle Scope qui est basé sur le partage à la base, qui est quelque chose de collectif.
En revanche, sur est-ce que la démocratie est forcément vectrice de bien-être au travail, je te rejoins. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, c'est très inconfortable. C'est beaucoup d'efforts. C'est de l'anxiété aussi. C'est beaucoup de relations humaines avec tout ce que ça implique. Et on n'y met pas tous la même chose en termes d'apport personnel ou de rapport aux autres. Ce qu'on met dans le relationnel est très différent suivant les personnes. La distance au travail est peut-être plus difficile à mettre dans des modèles de gouvernance partagée. La distinction entre la vie personnelle et le travail est un peu plus floue parce qu'on a tendance à beaucoup s'investir et que les relations et l'équipe comptent beaucoup. Mais dans tous les cas, aller vers cette démocratie, ça apporte beaucoup de sens. Et donc, je trouve que ça porte, quoi. Et que ça, oui, pour le coup, c'est du bien-être au travail, parce qu'on donne du sens à ce qu'on fait. Et je n'ai plus rien à dire, je vais céder ma place. Je rejoins certaines des choses en fait qui ont été dites. C'est vrai que sur les... Alors, il me semble que... On peut être d'accord sur une chose, c'est-à-dire qu'il me semble qu'en tout cas en dictature, on est quand même mieux en démocratie qu'en dictature en fait a priori. En tout cas, ayant vécu en Chine, je peux vous dire qu'on est quand même bien mieux en France qu'en Chine. Bon, ça, je ferme la parenthèse, mais on n'est pas forcément là, c'est au niveau sociétal et pas forcément au niveau de l'entreprise. Cela étant, si on prend en compte le sujet en entreprise, être en dictature en entreprise, c'est-à-dire avoir en fait un management ultra descendant ou voire plutôt malsain ou autre. Là, c'est sûr, on n'est vraiment pas du tout. Le bien-être au travail sera fortement chahuté. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'inverse, et il y a beaucoup d'injonctions en fait autour de la démocratie en entreprise, à se dire, voilà, j'ai toute cette autonomie, j'ai tout ce qu'il faut que je sois bien, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément, et ce n'est pas forcément le cas. Et il peut y avoir, et c'est vrai que je pense qu'un intervenant en fait l'a évoqué ce matin, et c'était très intéressant, de dire ce sont des structures, et comme on le voit également en fait dans des ONG, qui peuvent être... il peut y avoir un désenchantement important, parce que ce sont des structures... alors je ne travaille pas dans une SCOP, mais donc je vois ça en fait de l'extérieur, mais où en fait il y a beaucoup de sens. Voilà, on est très engagé et en fait il y a beaucoup de sens. Et en même temps, en fait, il peut y avoir énormément de frustration, enfin, j'imagine. Voilà. Et donc, il peut y avoir un désenchantement, en fait, qui est aussi fort que les attentes qui étaient fortes. Alors qu'à l'inverse, moi, je viens du monde du privé. Dans le privé, dans le vrai privé, à savoir les grosses structures, on n'y va pas pour le sens. Enfin, a priori, voilà, on sait ça va être difficile. Donc en termes de bien-être au travail, c'est vrai que c'est, en tout cas moi, les jeunes en fait ont une vision qui est différente, mais c'est vrai que moi à mon âge en fait on y allait pour quelque chose de vraiment de corporate. Les sujets de bien-être au travail, c'est quand même relativement récent. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on n'était pas du tout sur des sujets de bien-être au travail. C'était pas le sujet en fait. On n'était pas, on n'y allait pas pour ça. Mais bon. Et en revanche, maintenant c'est devenu, et c'est une bonne chose. Et je pense que le Covid et également en fait les nouvelles générations font que ce sont des sujets qui deviennent absolument clés. Et je le sais d'autant mieux que là maintenant en fait je me lance en fait dans ces activités-là en fait autour de la santé mentale en fait, qui rejoint les sujets de bien-être au travail, parce que c'est vrai que il y a des attentes fortes. Encore une fois, moi à mon époque c'était pas le cas. Pardon, j'ai 47 ans. Et maintenant ça l'est, et je pense que ce sont des sujets je pense que les jeunes, sur ces sujets-là, ont raison.
C'est-à-dire qu'ils ont raison par rapport à moi, à mon époque, où on était vraiment le doigt sur la couture du pantalon. Je sais pas, je me trompe toujours d'expression, donc je me suis encore trompée dans cette expression-là, mais voilà, où en fait on était sur quelque chose de très corporate. Voilà, on y va. J'ai travaillé 14 ans en cabinet d'avocat d'affaires, donc je peux vous dire que le bien-être au travail, en fait, on en était loin. Les jeunes, en fait, aujourd'hui, refusent cela, et c'est eux qui ont raison. Merci. La contribution que je souhaiterais amener va pouvoir faire office de restitution de l'atelier que j'ai animé à l'instant. Du coup, j'aurai 2 grands éléments de réponse et peut-être que Samir pourra réagir dès lors. Le premier élément de réponse, c'est de dire sur la question du bien-être au travail dans les organisations démocratiques comprises au sens large, y compris donc les organisations plus standards qui peuvent chercher à se démocratiser. Il y a un dilemme relationnel qu'on a longuement abordé aujourd'hui à l'aune de 3 situations de gestion. On a travaillé sur le sujet de la reconnaissance en général, celui de la rémunération et celui de la définition des objectifs et des moyens à allouer pour les atteindre. Et donc ce dilemme relationnel, c'est d'une part, on travaillait sur la question individualité, collectivité, comment les équilibrer. Donc premier extrême du dilemme, c'est que les individus ne se retrouvent plus et ne puissent plus être authentiques dans leur rapport au travail. Et l'autre extrême, donc à l'inverse, c'est le collectif qui se déliterait, une sorte de dégradation des liens sociaux, ou atomisation sociale même à l'extrême, du fait que voilà, la logique individuelle est trop marquée et donc prend le pas sur le collectif. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et donc pour gérer ce risque, ce dilemme relationnel et donc essayer d'avoir plus de bien-être dans les organisations démocratiques, on a eu quand même un consensus qui a émergé, j'insiste sur ce terme qui était cher à Samir d'ailleurs, donc une absence d'objection majeure, je dirais, dans le collectif que nous étions cet après-midi, pour dire qu'une forme de management, alors on n'a pas voulu pinailler sur le mot management, ça peut être des référents, peu importe, mais une forme de figure d'autorité semblera souhaitable, voire nécessaire pour arbitrer sur ce dilemme-là entre individualité et collectivité dans certaines situations, s'assurer que le sens est bien porté sur le niveau opérationnel et permettre une variabilité, une adaptabilité en fonction des profils et tout simplement pouvoir se dire que voilà, certaines personnes vont pouvoir ou vouloir moins d'autonomie par exemple et pouvoir gérer ça de manière très pragmatique. Je cède ma place. Pour rebondir, moi je pense effectivement en fait que ça dépend des personnes. C'est une question qui est un peu compliquée. Moi je suis né au Maroc, du coup je pense que tout le monde le sait, c'est un pays c'est une dictature. Mais ça ne dérange pas beaucoup de monde que ce soit une dictature. Les gens sont relativement heureux de la situation. Et ça va à pas mal de personnes. Moi, personnellement, ça ne me va pas, mais ça va à beaucoup de personnes. Être dans une démocratie, ça va à beaucoup de personnes. Il y en a qui sont heureux comme ça, mais il y en a qui veulent plus. Et être en sociocratie, pour certains, c'est important, pour certains, non. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au fait, ça dépend des sensibilités de chacun. Le plus important, en fait, c'est que les besoins individuels soient pris en compte par le collectif. Il y a des personnes qui aiment avoir un chef et qui ont besoin d'avoir un cadre pour travailler, pour être heureux et épanoui au quotidien. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une autonomie, d'être libres, de pouvoir travailler à 3 h du matin s'ils en ont besoin. Et ils sont créatifs et ils travaillent bien, ils apportent au collectif dans un cadre comme celui-là. Et pour revenir sur la charge mentale, pour lier à tout ça, je trouve aussi que ça dépend des personnes. Si on est dans un collectif avec 10 personnes et qu'il n'y a pas trop de confiance avec les 9 autres personnes qui travaillent avec moi, qu'il n'y a pas une raison d'être collectif, qu'il n'y a pas un groupe qui est construit, bien évidemment que partager la charge mentale, au fait, ça va juste multiplier ma propre charge mentale. Parce que je ne sais pas si la charge mentale que je vais passer aux autres, si les autres vont m'aider, si je vais être soutenu, si on va juste me laisser tout seul.
Alors que si je suis vraiment dans un groupe et que je sais que, effectivement, quand je partagerai ma charge mentale lundi, parce que je suis d'accord, ne partagez pas de mauvaises nouvelles vendredi avant de quitter le boulot. Mais si je sais, quand je reçois la mauvaise nouvelle vendredi, je sais qu'en la partageant lundi, je ne serai pas seul, j'aurai 9 personnes avec moi, ça soulage, ça fait du bien. Je sais que je serai soutenu, je sais que j'aurai de l'aide pour avancer et trouver une solution, et ça fait du bien. Donc voilà, et je pense que ça dépend des personnes. Ça marche, merci. Moi, je voulais peut-être un peu redéfinir démocratie et justement avec l'apport de Samir sur la distinction avec la sociocratie. Quand on parle de démocratie, il y a plein de formes dans la démocratie, et typiquement, il y en a une qui est celle qu'on a aujourd'hui, une démocratie représentative, où on élit des représentants pour ensuite prendre des décisions dans des cadres délibératifs. Et finalement, moi, ce que je trouve intéressant dans le modèle que je vis aujourd'hui, qui est celui de la SIC, c'est de savoir que j'ai la possibilité d'élire les gens qui vont diriger la boîte. Ça ne va pas être ad vitam aeternam le fondateur de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça ne l'a déjà à plusieurs occasions pas été. Et donc ça, c'est ce que je trouve intéressant pour la vitalité d'une organisation, et donc aussi de ses constituantes, à savoir de toutes les personnes qui y travaillent. C'est intéressant de pouvoir avoir cette option de renouvellement de la direction de l'entreprise. Et ça, le fait de sortir de la démocratie, ça veut dire qu'il y aura probablement toujours la même tête à la tête de l'entreprise, jusqu'à passation éventuelle de la boîte ou autre. Mais voilà, donc ça pour moi, c'est une source d'une certaine façon indirecte de bien-être, parce qu'on a un pouvoir d'agir sur l'entreprise. Et le deuxième aspect, c'est sur la transparence de l'information. Parce que là, on parle des dynamiques démocratiques, et donc les dynamiques démocratiques, il y en a une qui va vers la transparence de l'information pour rendre possible la prise de décision collective. Et donc, être dans une logique d'accès fort à l'information, pour moi, ça le permet. Et du coup, ça rend aussi possible la confiance. Et ça, avoir cette possibilité de confiance, c'est une source énorme de bien-être au travail, en se disant, en fait, on ne me cache, il n'y a pas des soupçons, des complots, on ne me cache pas des informations. Non, non, les informations sont là. S'il y a besoin d'aide pour les comprendre, pas de problème, on prend un moment. Et ça, le vivre au quotidien, c'est quand même très agréable. Merci. Du coup, tu as dit pas mal de choses que je voulais dire, donc c'est bien. Mais quand même, redire ce que j'ai pas dit ce matin, parce que j'avais un peu trop faim. Mais en fait, c'est quand même de réaffirmer justement que le but, que la démocratie, c'est un peu un but, mais qu'il n'est jamais réellement atteint. Mais par contre, si on oublie que c'est le but, par exemple, si on pense que le but, c'est plutôt la gouvernance partagée, qu'on change le nom de ce qu'on essaye de faire, là, on a un risque, en fait. Et par exemple, moi, j'ai plutôt eu des expériences dans lesquelles le référentiel, c'était l'autogestion. Et donc l'autogestion, là oui, on a l'injonction autonomie et participation. Et là, effectivement, je me retrouve dans ce que disait Kevin, à un moment donné, l'injonction à être autonome, l'injonction à participer, à donner ton avis, ça peut être assez intimidant et malaisant pour certaines personnes, et on peut arriver à dire il y a des gens à qui ça convient, d'autres à qui ça convient pas. Parce que pour moi, dans le fond, si on raisonne que un système convient à certains et pas à d'autres, déjà en soi, c'est pas un idéal démocratique. Ça veut dire qu'il y a un idéal démocratique à travailler dans notre modèle organisationnel, quoi. Je veux dire, c'est du vécu. Une structure autogérée dans laquelle il y a la moitié des personnes qui sont en mal-être au travail, est-ce qu'on peut dire qu'elle est démocratique ? Comment c'est possible que ces personnes n'arrivent pas à gérer, à modifier la manière dont est organisé le travail, alors qu'ils sont presque majoritaires en nombre. Donc, et qu'ils finalement, ils finissent par s'auto-persuader que c'est comme ça que ça doit fonctionner, et que tant pis, eux sont des variables d'ajustement, etc.
Mais pour moi, ça ressemble plus à du fascisme qu'à de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a intégré que l'organisation est le but et que nous, en tant qu'individus, on est là pour souffrir, mais c'est pas grave. Bon, pour moi, ça c'est pas ça la démocratie. Et du coup, c'est pour ça qu'il est très important que des espaces comme l'Agora d'Odesse et d'autres puissent vraiment se reposer la question de finalement, c'est quoi une démocratie d'entreprise. C'est pas forcément juste. Forcément, je pense qu'il y a une dose d'autonomie et de participation. Sinon, on n'arrivera pas. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, des personnes qui sont parties maintenant, quand même une dose des responsabilités qui sont attribuées à des groupes de personnes, à mon avis, notamment sur la gestion du bien-être des personnes. Mais alors le bien-être, c'est pas la table de ping-pong, quoi. On est tous d'accord, je pense, mais ça peut l'être aussi, voilà. Mais c'est pas un but en soi, je veux dire. Et notamment, voilà, de pas se. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que on n'a pas, dans les expériences qui essayent d'être démocratiques, on a assez peu souvent des personnes qui jouent le rôle d'un. On ne faudrait pas appeler ça directeur ou directrice des ressources humaines, mais responsable du bien-être des humains, en tout cas du non-mal-être des êtres humains. Et du coup, après, l'autre aspect que je voulais dire ce matin, c'est que la démocratie, il n'y a pas une ligne de démarcation entre des entreprises totalement non démocratiques et des entreprises totalement démocratiques. Et donc, parfois, quand on veut faire de l'autogestion, on jette un peu tout, ces trucs de DRH, mais aussi les représentations du personnel, parce qu'on dit qu'il n'y a pas besoin de CSE, etc. Nous, quand on a commencé à être obligé, pour des raisons légales, de mettre en place un CSE, finalement, ça a commencé à jouer un peu ce rôle-là. Ok, je ne suis pas très bien. Finalement, le CSE était une forme de recours contre le collectif. Et ça commence à devenir vachement intéressant. Et je m'arrêterai là. Pour répondre à la question, est-ce que les dynamiques démocratiques vectorisent bien-être au travail ? Comment dire ? Pas forcément. Je suis assez d'accord avec ce que les gens ont dit avant, mais je me dis qu'il faut aussi voir ça en relation avec... vivre dans un contexte où l'entreprise n'est pas du tout démocratique. Pour mon cas, je n'étais pas non plus mieux là-bas. Disons que je suis aussi tout autant... pour moi, je suis tout autant anxieux en bossant en coopérative, mais moi, je sais qu'il y a des leviers sur lesquels je peux travailler, etc., et que je ne sens pas impuissant, quoi. Je crois que la notion d'impuissance est vraiment hyper importante. Une chose aussi que je voulais dire, c'est que ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de collectif, de notion de travailler ensemble, etc. Mais ce qui m'amuse, c'est que ce pas des valeurs qui sont vraiment transmises dans la société classiquement, quoi. C'est-à-dire que oui, en théorie, on vit dans un monde, en tout cas dans un pays démocratique, mais on voit aussi que finalement, c'est pas ces valeurs de cohésion sociale, ces valeurs de travailler ensemble, d'intelligence collective qui sont mises en place, c'est plutôt la concurrence, c'est plutôt la... Puis même, on peut faire aussi un parallèle avec la montée de l'extrême droite, etc., qui est en France, quoi. Je me dis, c'est un lien. Le lien que je fais, c'est que en entreprise classique, on est entraîné en fait à suivre les injonctions, les ordres de la part de nos managers, etc. Et on dit que c'est ok, mais il faut penser aussi que le travail correspond quasiment à, je sais pas, j'ai pas donné de pourcentage, mais c'est une grosse partie de notre vie aussi, quoi. Et que je pense qu'on ne sort pas indemne de ça. On ne sort pas indemne d'une vie dans une société classique, et que ça ne m'étonne pas que les gens il y ait une forme d'habituation aussi de se dire ok, j'ai un manager, donc pourquoi pas avoir un dictateur, pourquoi pas avoir un président qui va décider pour soi, etc., quoi. Donc je pense que le travail qu'on fait ici à réfléchir à l'entreprise démocratique, ça va au-delà du travail, c'est la société aussi qu'on vise. Et que je pense aussi que je n'aime pas trop les théories du complot et j'essaie de pas en faire, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait qu'on ne promeuve pas les entreprises démocratiques au-delà des petits cercles comme ici. Il y a aussi un intérêt politique, c'est-à-dire que si on commence à remettre en question les structures de pouvoir, les gens qui travaillent dans ces structures de pouvoir, des structures démocratiques, auront envie aussi de voir ça dans le monde extérieur, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on pourra mettre en question aussi, est-ce que la démocratie représentative telle qu'elle est définie actuellement nous convient, etc., quoi. Donc voilà, en tout cas je suis étonné que très peu de partis politiques actuellement parlent de ces sujets-là, en fait, que c'est quelque chose qui est très confidentiel dans les cercles de coopératives, mais c'est pas dans les programmes politiques. Voilà, j'ai fini. J'étais un peu confus, pardon, désolé. Moi, je suis pas convaincu que
qu'on a besoin de chefs. Je pense qu'on tolère un bon chef. Hein? Puis dans une dictature, quand un chef d'État soigne bien sa clientèle, effectivement, il peut rester au pouvoir longtemps. Parce que certaines personnes y voient des avantages dans ce genre de contexte-là. Puis je pense qu'en fait, on a énormément de personnes aujourd'hui qui travaillent aussi dans l'économie, je dirais, capitaliste, qui sont en fait très bien dans leur situation. C'est-à-dire des gens qui sont dans des bullshit jobs, qui ont des très bons boulots de mercenaires, bien payés, et qui se contentent d'être justement bien payés, d'avoir des bonnes conditions de travail, peut-être pas nécessairement des bonnes conditions de travail, mais au moins d'avoir la possibilité de pouvoir claquer du fric en vacances pour rester et occuper leur place dans le système. Mais je pense que quand ce chef-là ne se comporte pas bien, sa position doit être remise en cause, en fait. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que je pense qu'on se rend compte que les dynamiques, démocratiques deviennent nécessaires, en fait, en quelque sorte, pour apporter le bien-être, hein, quand ce bien-être-là ne peut pas être apporté par... Je pense qu'il y a un enjeu quand même assez important, c'est que aussi, on parle aussi des situations qui sont difficiles à vivre au sein des SCOP, et moi je l'entends bien, on en parlait tout à l'heure, il y a un poids à vivre le risque économique qui est celui d'être sur un marché compétitif. Hein, c'est pas juste... il y a certaines personnes ici, je sais, hein, vous êtes dans des positions où soit vous êtes dans une SCOP, soit vous êtes dans l'économie capitaliste, puis en fait, il n'y a pas de problème parce que vous êtes dans des conditions où votre employabilité est suffisamment bonne, en fait. Si votre entreprise se casse la gueule, c'est pas grave, vous êtes capable de vous relancer à quelque part d'autre. Mais c'est pas le cas pour d'autres gens qui vont se lancer dans des groupes coopératifs où là, c'est beaucoup plus difficile, en fait. Et l'idée de ce risque-là et de vivre ce risque-là, évidemment, est encore pire, je pense. Puis voilà. Maintenant, je pense que et c'est là peut-être la différence. Ce risque-là est partagé davantage, puis peut-être vécu davantage par les gens, mais moi, je ne le connais pas assez bien, il faudrait creuser là-dessus, mais j'imagine que ça fait quand même partie de la chose. Hein, en fait, en quelque sorte, oui, on vit ce stress-là collectivement, on le vit beaucoup plus ensemble que dans des boîtes où, évidemment, c'est le management puis c'est les grands patrons qui se stressent sur qu'est-ce qui se passe avec leur pognon, etc. Il y avait un point que je trouvais intéressant, puis j'aimerais bien revenir là-dessus, hein, c'est l'idée on ne naît pas coopérateur, en fait. Puis je pense que ça implique quand même une forme de socialisation et de resocialisation à ce que c'est à être dans des collectifs où on est en égalité avec les personnes. On n'a pas appris à coopérer. Notre système scolaire ne nous amène pas à coopérer. Ça nous amène à être des très bons individualistes. Donc, je veux dire, c'est des logiques qui sont très difficiles à dépasser. Le risque économique est aussi fort individualisé, c'est-à-dire qu'on prend des décisions individuelles pour notre vie. Puis, évidemment, on les assume au sein de l'entreprise après. C'est-à-dire... j'ai acheté une super maison. Maintenant, la coop, faut qu'elle fonctionne, hein, parce que sinon, moi, je suis plus capable de payer. Donc, ça aussi, on apporte nos propres problèmes parfois aussi à travers la situation. Mais je pense qu'il y a un enjeu assez important à prendre soin. À prendre soin de nous. Puis je pense que aussi, il y avait l'idée de prendre soin du collectif, mais il y a aussi puis c'est aussi une chose qui n'est pas nécessairement évidente, puis ça fait le lien avec la question du bien-être au travail, c'est la question de l'empathie, en fait, hein, c'est d'avoir conscience de ce qu'on fait aux autres. Ça, c'est pas nécessairement une évidence non plus. Moi, pour avoir été engagé dans plein de collectifs militants, ça a pris énormément de temps avant que je me rende compte des fois de l'attitude que je pouvais avoir, de la façon dont je parlais. Et voilà, ça m'a pris beaucoup de littérature féministe pour comprendre aussi ces choses-là. Et je pense que y a un travail aussi à faire sur soi-même par rapport à ça qui est assez important. Et qui, je pense, fait partie des enjeux de dynamique démocratique qu'on ne nomme pas, qui sont en fait l'égalité au fond, qui est au fond de la démocratie. Hein. Puis que je pense que la question majeure sur laquelle on doit aussi apprendre pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire traiter les autres comme des égaux. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai dit les points que je voulais dire. J'ai l'impression que ça se suit à peu près avec... ce que je vais dire...
correspond à une forme de suite d'une certaine façon. J'aurais envie de dire que bien-être au travail ou démocratie, dans le fond, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre. Et que pour répondre à la question, j'essaierai de trouver de quel objet ça traite. Et dans bien-être au travail, j'entends la santé au travail. Et donc, pour moi, ça soulève la question du risque d'usure que l'activité productive a pour conséquence. Du coup, est-ce que l'objet de la démocratie par rapport au bien-être au travail, c'est bien de se poser la question que ceux qui supportent le risque de cette usure soient vraiment déterminants des conditions, des rythmes et des méthodes et finalement des critères d'efficacité qu'on applique à la production, plutôt que ce soit l'intérêt de rentabilité du capital qui détermine ce qu'est une production efficace et rentable. Mais par contre, ça ne suffit pas de supprimer l'intérêt de rentabilité du capital. La question qui se pose, du coup, c'est qu'est-ce qui peut pousser les travailleurs à intégrer eux-mêmes dans leur propre activité les enjeux productivistes, y compris quand on est dans un traitement différencié ou à but non lucratif d'une collectivité de travail. Et donc, finalement, moi, je finis cette journée avec toujours la même question. Dans quelle mesure la démocratie d'entreprise peut être vectrice de bien-être ou d'émancipation, là, au sens de garante de la protection de la vitalité des travailleurs, sans qu'il y ait de remise en cause globale des structures sociales déterminantes et donc des formes de régulation économique qui font notre société. Moi, j'avais mal au dos, alors je finis de m'asseoir. Je suis dans deux structures différentes qui ont pour ambition d'avoir un projet démocratique, une CAE et une SIC. Toutes les deux à des échelles très différentes. Une qui réunit 600 personnes et une autre qui réunit 30 personnes, 20 personnes, quelque chose comme ça. Les deux ont des ambitions de démocratie, de partage de la connaissance, partage du savoir, partage de la décision, et ce genre de choses. Si j'essaye de me cibler, parce que j'avais envie de dire plein de choses tout au long de la journée, j'ai pas pu, mais si j'essaye de juste me concentrer sur le bien-être au travail et la démocratie, de ce que je vois dans ces deux tailles différentes, dans ces deux exemples différents, dans ces deux fonctionnements différents, c'est que malgré tout, à chaque fois qu'on a une ambition démocratique, ça demande énormément de temps, d'énergie, de travail, et de travail généralement d'un petit groupe de personnes. Là, j'entendais des gens qui disaient qui étaient dans des CAE et tout comme moi. Et moi aussi, je suis très content de vivre une expérience démocratique et de profiter de la démocratie de mon entreprise. Mais ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit groupe. Donc ça, je le vis bien. Si je suis sur le bien-être au travail, je suis très content. Mais il y a toujours un petit groupe qui anime cette vie démocratique, qui anime tout ça, et qui se mange énormément de reproches, qui est toujours critiqué, qu'on va toujours chercher, on n'est pas assez informé, on n'est pas assez formé, on n'a pas assez appris, on n'est pas assez machin, il n'y a pas eu assez d'ateliers, il n'y a pas eu assez de ci, de ça. Et je ne crois pas dans aucune des deux structures, enfin je crois que j'arrive pas à formuler, mais bref, dans chacune de ces structures, les personnes qui étaient dédiées à ça en souffraient beaucoup. Jusqu'à des burn-out, jusqu'à des choses qui sont... alors que nous, qui vivions la démocratie qu'ils avaient participé à construire, on en profitait bien, on était plutôt bien contents et on disait « Ah, c'est formidable ». Donc je pense que, voilà, sur l'ambition démocratique dans une entreprise, dans une coopérative, dans tout ça, ça repose quand même sur une animation, sur une organisation et sur l'engagement d'un nombre de personnes, et que souvent, je trouve qu'elles sont fragilisées et mises en difficulté, et on tient peu compte de ce risque de santé. On a parlé de santé au travail, de bien-être au travail. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Merci. Oui, merci. Avec cette idée qu'il y a sans doute à ce moment-là une position particulière des animateurs, animatrices, notamment dans les coopératives d'activité d'emploi où finalement les personnes prennent une responsabilité, y compris pénale et juridique,
sans pouvoir déterminer les conditions de travail et vraiment un contrôle effectif du travail des autres, en fait. Donc je pense que pour moi, c'est particulièrement tendu dans ce type d'enjeu, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'admiration pour moi pour les pilotes qui assument ça, quoi, hein. On fait confiance aux autres, mais on reste responsable vis-à-vis de l'extérieur de multitudes d'activités. Donc s'il n'y a pas progressivement une co-responsabilité, ça peut être une pression importante. Ceci étant, ce qui m'a frappé par rapport au sujet, c'est il y a longtemps déjà la rencontre avec Hervé Guillol, donc j'ai reconnu parce que c'est les mêmes lettres que mon nom, mais pas dans le même sens. Et il a fait cette étude sur le rapport entre les arrêts maladie, notamment, et les structures participatives, dont les coopératives, en fait. Et donc, il y avait quand même, alors ça a peut-être changé dans le temps avec l'évolution aussi de notre rapport au travail ou des conditions de travail, mais il y avait une corrélation positive. Donc pour lui, sa thèse, et c'était argumenté et étudié, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a ces espaces d'expression et lorsqu'il y a plus de participation, il y a moins d'arrêts maladie en tout cas. Et c'était de façon complètement empirique et pas du tout statistique, confirmé par un dirigeant de coopérative qui m'avait dit tiens, j'ai passé la visite médicale avec la médecine du travail et le médecin du travail m'a dit c'est vous qui êtes dans la coopérative machin. Alors c'est bizarre parce que d'habitude les gens viennent se plaindre et quand je reçois les salariés de la coopérative, ils me parlent plutôt avec enthousiasme de leur coopérative, quoi. Donc il y avait malgré tout un indice plutôt positif. Par contre, c'est une nuance importante, c'est que, et ça c'est Eugène Henriquez qui le décrit dans le modèle de l'organisation coopérative, comparativement à d'autres types d'organisations qui ont des avantages, autrement il n'existerait que des coopératives et que des entreprises démocratiques, il souligne quand même le côté d'anxiété du fait que la direction où on va, comment on va, ça se détermine par le dialogue entre les différentes personnes concernées. Et c'est vrai que ça peut être, c'est une névrose un peu, de supporter cette tension, là où ça peut être rassurant à certains moments de notre vie ou pour certaines personnes, que quelqu'un nous dise, voilà, on va là, puis on y va comme ça. Donc effectivement, il y a une contrepartie à cette liberté qui pourrait être une forme d'anxiété, l'insécurité d'avoir à définir par le dialogue avec autrui, la direction et le comment on y va, et éventuellement comment on résout les problèmes qui ne vont pas tarder à se mettre en travers de notre chemin. Voilà. Ceci étant, le travail avec les ergonomes aussi confirme quand même les travaux de Guillol pour moi en disant, un cabinet avec lequel j'ai pu travailler il y a longtemps, notamment autour du handicap au travail, qui est de dire il y a plein d'écarts entre le travail idéal tel qu'on le souhaiterait, que ce soit en termes de conditions pratiques ou psychologiques ou d'organisation, d'information, etc., entre le travail prescrit, réalisé, empêché, mais la souffrance la plus importante, c'est quand il n'y a pas d'espace pour en parler, en fait. Et donc le fait qu'il y ait au moins des espaces de dialogue où on peut parler des difficultés, ça soulage une partie de la souffrance au travail. Voilà. Puis le dernier point, pour ne pas être trop long, c'est que tout à l'heure, Fanny parlait d'émancipation. C'est un terme qui a parcouru aussi nos échanges. Je ne pense pas qu'on soit tout le temps à l'aise dans une situation donnée, de grande liberté, au contraire de contraintes fortes. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un mouvement qui peut aller vers l'émancipation, au point collectif d'une société comme individuelle. Et c'est vrai que dans le cadre de mes travaux que j'ai repris, là, j'ai relu La servitude volontaire. Je croyais l'avoir lu, je ne sais même pas si je l'avais lu avant, mais on en parle tellement de la Boétie. Et je ne sais pas, il avait 17 ans quand il écrit ça, quelque chose, c'est sidérant. Et il décrit le modèle de domination, en fait, qui est d'une actualité saisissante. C'est frappant. Donc moi, je pense que ça nous inspire aussi sur quelle est la part qu'on subit de non-démocratie contre le travail, et puis quelle est la part qu'on a acceptée finalement, et comment on peut contribuer ou pas, si on le souhaite, mais à aller vers le sens de l'émancipation pour soi et éventuellement collectivement pour d'autres. Et donc, pour moi, ça reste inspirant. Il y a des textes comme ça qui vieillissent pas, ou en tout cas, on se dit il y a quelque chose là de fondamental qui a été découvert, ou en tout cas explicité, et qui nous éclaire peut-être sur quelles seraient nos marges de manœuvre en fait, pour essayer d'être un peu plus libre et un petit peu plus solidaire en même temps, quoi. Voilà. Qui parle? Qui a le droit de parler? Qui a le droit de parler de quoi? Il me semble que dans l'entreprise comme en démocratie, il y a toujours que le sujet principal, comme Hervé vient de le dire, en fait, c'est la possibilité même de délibérer et de parler
Et au fond, ce que j'entends dans l'expression ici, les dynamiques démocratiques, c'est ça, c'est la possibilité donnée, nouvelle, enfin, ou accentuée de parler au sein de l'entreprise. Et en soi, ça peut avoir des vertus individuelles, ça a des vertus de dynamique collective, ou ça a des vertus aussi de dire j'ai plus ma place ici. En tout cas, ça me permet d'aller jusque-là, éventuellement. Bon, quant au bien-être au travail, je pense que le travail comme la démocratie, c'est à la fois un idéal et l'acceptation de l'éternelle imperfection. On n'est jamais dans la démocratie rêvée, ni on n'a jamais réalisé le travail qu'on idéalise. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, c'est déjà très déculpabilisant. Mais ça, c'est possible. Donc voilà, il y a quand même ce sujet de la parole et il me semble que le problème, on parle de ça quand on dit ça prend du temps, c'est fatigant, etc. C'est qu'on ne se paye pas de mots. Enfin, des fois on le fait. Mais disons que ça ne paye pas bien, ça ne permet pas de vivre. Et donc, au fond, le travail, ça sert aussi à produire, à vivre, enfin en tout cas dans un système qui est le nôtre, à faire de l'argent. Enfin, ça passe par là, tel qu'on fonctionne globalement aujourd'hui. Et c'est là où il y a quand même un sujet, et c'est là où je me pose la question à moi-même, et je terminerai avec ça, c'est moi je suis coach dans un cabinet de conseil et de coaching, une SIC, mais j'ai toujours la question de qu'est-ce que je viens faire moi dans une entreprise, dans une organisation. C'est-à-dire, si je suis convaincu que l'important c'est la réflexivité sur son travail, la délibération par les acteurs mêmes qui travaillent, qu'est-ce que je fous là ? C'est pas à moi de parler, c'est pas à moi de. Maintenant, je peux évidemment favoriser ça, mais il y a toujours cette question. Et au fond, je pense qu'il y a une éducation à faire, c'est-à-dire pousser, accentuer, encourager à parler, à organiser le débat, les espaces, les lieux. Et c'est souvent ça qu'on nous demande. À un moment, il faut laisser la place. Enfin, laisser la place à cette parole et à ce qu'elle puisse être autonome. Et c'est le grand sujet. Je trouve que c'est très difficile. Pour terminer, je dirais, dans cette société où quand même on a des centrales nucléaires qui, avec un acteur national qui sous-traite à des sous-traitants qui sous-traitent eux-mêmes à d'autres sous-traitants. Et donc la pression du travail matériel, la matérialité du travail, elle est quand même très loin pour certains de ceux qui décident. Et je prends cet exemple de centrale nucléaire parce qu'on voit ce que ça peut donner. C'est quand même un problème qu'on a. À un moment, il y a une matérialité du travail et plus on est sous cette pression-là, et moins on a le temps d'être dans ces pratiques démocratiques parce qu'on est moins payé que ceux qui nous ont sous-traités, etc., etc. J'ai fini. Merci. J'avais deux remarques, deux questions que je voulais lancer à l'Assemblée. Un premier élément sur lequel j'ai rebondi, qui était la démocratie et notre objectif. Et voilà, je voulais lancer cette question-là. Est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que c'est le moyen ? Est-ce que la démocratie est l'objectif et le moyen, c'est l'égalité, la liberté, l'émancipation, la dignité ? Ou est-ce que c'est pas l'inverse, en fait, la démocratie comme moyen pour atteindre la liberté, l'égalité, l'émancipation, la dignité. Ce renversement, il est porteur, à mon avis aussi, de pratiques distinctes. C'était un premier élément que je voulais lancer. Et le second, c'était est-ce que c'est vecteur de bien-être pareil, je serais un peu comme un certain nombre d'intervenants ici à me poser la question. Ou en tout cas, peut-être que c'est un vecteur de moins de souffrance au travail. On n'en est peut-être pas au bien-être, mais diminuer les souffrances au travail, c'est peut-être déjà pas mal. Il y en a suffisamment partout. Et cette diminution des souffrances, elle ne se fait pas seulement, à mon sens, sur la parole. On a beaucoup parlé de la parole, de la liberté de parole, mais aussi il a été question d'impuissance à un moment, de la puissance du pouvoir d'agir, en fait. Pas juste de parler, mais d'aller jusqu'à l'action. Et dans un certain nombre de pratiques démocratiques, on peut aller jusqu'à l'action.
Et je vais donner 2 exemples là-dessus. Dans une des SIC dans laquelle je travaillais, il y avait des SIC à l'intérieur de la SIC, enfin il y a un certain nombre, dont l'une ne fonctionne plus. Et une des dirigeantes co-créatrices me dit, bon bah ça y est, je vais devoir repartir de ce modèle-là, je vais devoir rentrer dans le rang. Et voilà, de l'entreprise traditionnelle. C'est pas neutre, enfin, ce vocabulaire, voilà, du petit doigt sur la couture du pantalon, de rentrer dans le rang. Elle nous disait pas qu'elle allait être en souffrance, mais en tout cas qu'elle était quand même mieux quand elle pouvait parler et agir. Et puis un autre exemple qui est un exemple un peu plus lointain d'une sardinerie reprise en scope par ses ouvriers. Alors on n'était pas, des gens ont parlé de bac+5, c'était pas des bac+5, c'était des ouvriers sur la chaîne de la sardinerie. La sardinerie est reprise en scope, elle finit par ne plus marcher, sauf que ce qu'ils disent derrière, c'est en fait je suis capable. Ce que j'ai appris là, c'est que je suis légitime, que je suis capable, que je peux le faire. Alors peut-être qu'ils rentreront dans des entreprises où ils mettront un petit doigt sur la couture du pantalon, mais en tout cas, ce qu'ils ont appris, c'est qu'ils sont capables individuellement et collectivement. Encore une fois, est-ce que c'est du bien-être ou une diminution de la souffrance? C'est déjà pas si mal. Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais vous dire, mais je peux témoigner, je raisonne sur ce qui a été partagé tout à l'heure. Donc je suis président d'une CAE SAS SIC élue sans candidat, et je traverse un processus de liquidation. Donc c'est un mandataire, je ne suis plus mandataire maintenant, il y a un mandataire judiciaire. Et donc, je veux dire que je ne suis pas dans un grand moment de bien-être, même si on faisait énormément de temps collectif, que toutes les décisions démocratiques ont été prises souvent à l'unanimité. Enfin, si on prend les AG, on était rarement en dessous de 90% sur les votes. Donc voilà, je témoigne de ça, ce qui ne veut pas dire du tout que je suis désabusé ou quoi que ce soit. Par contre, ça m'interroge beaucoup aussi sur, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai accepté, parce que ce rôle. Et voilà, et je trouve cette question importante en fait. Parce que moi je réalise que je l'ai accepté un petit peu pour dépanner, et en fait, voilà, ouais, c'est pour le collectif, mais à la fin, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? J'ai tendance à me dire que oui, parce que de toute façon, si je suis là, voilà, il faut que je vive ce qui est en train de se passer. Mais voilà, c'est une vraie question. Et du coup, sur les dynamiques démocratiques vectrices de bien-être au travail, moi, la question que je me pose et que je renvoie du coup au groupe, c'est qu'est-ce que je projette sur la démocratie en fait? Qu'est-ce que j'attends de la démocratie? Voilà. C'est une très belle conclusion. Non, je venais ici pour vous dire qu'il est 18h, qu'on va arrêter ce temps-là. Et à part si quelqu'un a encore quelque chose à dire, parce qu'il est peut-être 58. Le collectif redevient pas en fait de l'individuel en fait quand il y a des problèmes. Finalement, c'est le mandataire social en fait qui trinque. Donc c'est peut-être ensuite après les limites de l'exercice collectif au bout d'un moment. Voilà, c'est que. Alors, j'en suis très content, hein, mais enfin, j'en suis très content. Non, je suis pas très content. Mais il y a un espoir pour que la liquidation se passe pas trop mal. Alors, en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, quand je dis pas trop mal, c'est pour les entrepreneurs salariés, les fournisseurs qui n'ont pas été payés, et puis peut-être si vous connaissez les contrats CAP. Enfin, eux, il y a les chirographaires, donc ceux qui connaissent, ceux qui ont le moins de chances d'être payés. Bon, il y a un risque plus important, mais peut-être qu'ils seront payés. Si la liquidation est bien faite, il y a un espoir. Par contre, moi, peanuts, zéro, parce que je suis aussi entrepreneur, que ce soit sur ma casquette d'entrepreneur, dans laquelle j'avais pas mal d'argent dans la coopérative, j'avais baissé mon salaire en disant, tiens, il faut sauvegarder la trésorerie, et du coup, j'ai rien. Par contre, c'est moi qui travaille tous les jours avec le liquidateur. Et donc là, en effet, bon, c'est un peu difficile. En même temps, voilà, j'ai accepté. Et c'est très apprenant, on en parlait tout à l'heure. Hein. Moi, je ne vois pas du tout ça comme un... Enfin, si, un peu, mais pas complètement comme un enfer.
Mais voilà, il y a du boulot, et en effet, ceci dit, il y a quand même pas mal de soutien dans la coopérative et en tout cas pour moi du coup, il y a la projection et il y a aussi comment on fait démocratie quand ça devient dur. Ça me donne envie de témoigner, mais aussi de réagir à ce que tu as dit, parce que nous aussi, dans notre cycle, on a voté à l'unanimité des budgets qui n'avaient pas de sens. Et en fait, ça me fait penser que quand on vote à l'unanimité, c'est pas démocratique, en fait. Et que c'est justement pour ça qu'il faut quand même qu'on se pose des questions. Et justement, même quand ça allait pas encore trop mal, c'est-à-dire que 3 années de suite, pourquoi dans nos AG, est-ce que vous avez déjà vu une AG où on proposait 2 budgets et où on faisait budget contre budget? Ça, ce serait démocratique. Ce serait déjà même pas très démocratique, parce que pourquoi c'est ces deux-là et pourquoi... Mais bon, déjà, on propose un budget, donc forcément... Et les gens disent « Ah, pour que ce soit... » J'ai entendu aussi tout à l'heure, je sais plus qui, et c'est pas pour jeter la pierre, parce que c'est presque une décision... Pour que ce soit vraiment démocratique, on a mis un seuil d'acceptabilité à 75%. Mais c'est quoi? C'est Poutine qui met des seuils à 75%, c'est pas la démocratie. Enfin, c'est pour dire que voilà, je pense qu'on essaye de faire de la démocratie, mais en fait on n'en fait pas. Donc du coup, on se retrouve aussi avec des situations, enfin moi aussi, là, pour témoigner, j'ai été obligé d'être licencié économique de ma SIC, donc c'est pas facile non plus, mais aussi parce que je me rends compte qu'on s'est déresponsabilisé collectivement, mais c'est la faute de personne individuellement. Mais personne ne dit ce budget c'est horrible en fait, parce qu'on a des trucs de loyauté aussi. Il y a quelqu'un qui a fait ce boulot, on se dit ah mais j'ai pas tout bien compris, il y a bien des experts, enfin, s'ils ont présenté ce budget c'est que ça doit bien être ça, et puis je vais pas l'ouvrir là aujourd'hui pendant l'AG, etc. Et une fois je l'ai fait l'année dernière, c'est pas pour ça que j'ai été licencié, mais presque. Non mais en fait, et mes collègues se sont sentis mal et m'ont dit ouais c'était pas solidaire, et c'est vrai, ça s'est mal passé après avec elle, mais moi c'était pas contre elle, c'était juste pour dire est-ce que quelqu'un peut se lever dans cette salle et dire que ça va pas cette direction? C'est pas contre la personne qui propose le budget il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, mais enfin, voilà, ça me faisait penser à ça, les votes de 90%, mais juste pour dire que justement c'est plutôt des signes de non-démocratie où ça fonctionne déjà pas quand on est là, mais ça je crois que là on est sur un niveau que personne ne fait, quoi. Des budgets où on les vote que à 51% et on est content, on se dit ah c'est bien, c'est que c'était démocratique, il y a 49% qui étaient contre le budget. Voilà, ouais. Ouais, il faut s'arrêter. Non mais faut peut-être finir sur une touche un peu... Non mais c'est quand même pour dire, du coup je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre et je suis là aujourd'hui et je suis chaud, quoi. Ça me fait quand même beaucoup penser à l'atelier sur le couple irréconciliable individu et collectif, et peut-être dans l'autre sens cette fois, c'est-à-dire que quand le collectif vient écraser l'individu, et en fait dans une démarche collective, il ne faut surtout pas oublier qu'on est des individus.